Bonjour, dans cette vidéo, on va monter ensemble un bar top en métal de A à Z. Si vous avez choisi de prendre uniquement le châssis, il vous faudra suivre toutes les étapes de la vidéo. Sinon, vous pouvez aussi utiliser les chapitres en bas pour regarder uniquement les parties que vous allez assembler vous-même. On va utiliser un modèle avec un écran 4 tiers, mais la vidéo elle sera aussi valable pour le modèle avec écran 16/9. Voilà la petite sélection d'outils qu'on va utiliser pendant la vidéo. Certains sont obligatoires, d'autres sont facultatifs, mais c'est quand même bien de tout avoir. On a quelques trous à faire dans une planche en bois, donc il va nous falloir un foret de 5, si possible à chanfreiner, et éventuellement un foret de 2 mm. Une pince universelle ainsi qu'une pince coupante. Une pince à sertir qui peut même nous permettre de totalement nous passer de soudure, ainsi qu'une pince à dénuder. On peut le faire au cutter, mais c'est quand même beaucoup plus rapide à la pince. Le fer à souder n'est vraiment pas obligatoire, on peut faire toutes nos connexions avec des cosses et une pince à cosse. Moi personnellement, je préfère souder les connexions des haut-parleurs pour être sûr que rien ne bouge. Pour tracer les perçages de notre planche, on va utiliser un stylo et une règle. La visseuse, là encore, elle n'est pas obligatoire, mais c'est quand même beaucoup plus facile que de tout faire au tournevis parce qu'on a pas mal de choses à visser. 3 clés plates ou à pipe de 10, 8 et 6. Pour certaines choses, c'est quand même mieux de le faire avec un tournevis à main, notamment pour aller serrer les borniers sur l'alimentation 12 volts, et il nous faudra aussi un tout petit tournevis de précision cruciforme. Pareil pour les clés Allen, il nous faut 3 tailles, 2, 3 et 4. Et pour finir, un petit cutter. Vous trouverez dans un des onglets de la nomenclature une liste d'outils que j'ai acheté moi-même et que je vous recommande pour vos projets. On commence par l'écran car il est vraiment au cœur de la borne et il sert de support à d'autres éléments par la suite. Si vous avez pris l'option affichage, vous pouvez sauter cette étape puisque l'écran sera déjà monté pour vous. Je vais vous montrer comment préparer le modèle que j'utilise et que je vous conseille, c'est le Dell 2007 FPB. En faisant quelques adaptations, vous pouvez utiliser d'autres modèles du moment que la dalle mesure au minimum 406 par 305 mm de haut. Ça correspond à l'ouverture ici dans le châssis. Pour cette partie, on va avoir besoin de notre écran, de la plaque en bois qu'on vient de préparer, qu'on a percée. On a besoin de 10 vis à bois M3 par à peu près 25 de longueur et de 4 vis M4 pour l'écran. Pour les côtés, on peut utiliser ces petites pièces imprimées en 3D, mais aussi on peut les remplacer par des morceaux de bois, c'est pas un souci. C'est juste que ça c'est plus joli et c'est plus facile à monter, quoi. Notre écran, on va le désosser. Il prendra moins de place, chauffera moins et ça nous permettra d'avoir un ajustement au poil en face avant. Avec les doigts, on va doucement décrocher le cadre en commençant par le haut et en faisant le tour. Attention, en bas il y a un petit circuit relié par une nappe très fragile qu'il ne faut surtout pas arracher en déclippant ou en relevant le cadre. On peut maintenant desserrer les petites vis qui le maintiennent avec un tournevis de précision. Décrochez-le pour pouvoir enlever le cadre. Attention, c'est fragile. Retournez votre écran et desserrez ces 4 vis pour pouvoir retirer la coque arrière. Il faut aussi enlever cette partie, c'est le système de verrouillage du pied. On n'en aura plus besoin et il risque de nous gêner. Le petit morceau qui restera à la fin est un tenon serti. Pour l'enlever, tenez-le fermement avec une pince et tirez d'un coup sec. On fait pareil pour la petite plaque en haut. On va maintenant mettre de la mousse tout autour de la dalle pour une finition parfaite. Il faut bien recouvrir les profils métalliques sans recouvrir la dalle, donc soyez minutieux. Voilà, notre écran est prêt pour le montage. Préparons maintenant la planche en bois qui va venir plaquer l'écran. Faites-la couper dans votre magasin de bricolage préféré, ça va vous coûter moins de 3 €. Équipez-vous de votre plus belle règle et dessinez un joli carré de 100 par 100 bien au centre de la planche. On trace les 4 coins car on va aller les percer avec un foret diamètre 5. Je vous conseille ce type de foret qui vous permet de faire le perçage et le fraisage en une seule opération et c'est vraiment très propre. On peut maintenant mettre l'écran en place dans le châssis qu'on aura préalablement couché sur la face avant en protégeant la surface pour ne pas rayer à la peinture. On glisse doucement l'écran en position, ça rentre vraiment au millimètre près, mais ça rentre. On ajoute ensuite la planche en bois et on la visse avec 4 vis M4 à tête fraisée. On peut serrer définitivement. En touchant les bords de l'écran, on vérifie sa position pour le mettre bien au centre de l'ouverture et bien horizontal. On ajoute nos petites cales sur les côtés et on les maintient en place avec 3 vis à bois. On ajoute ensuite les 2 vis sur le dessus. On serre
Et c'est bon, notre écran est fixé. Et voilà. On commence par les pieds pour travailler tranquille et ne pas avoir peur de rayer le dessous de la machine. Il nous faut donc nos 4 pieds en caoutchouc, 4 écrous M5 et 4 vis M5. Bon là c'est pas compliqué, je pense pas que j'ai besoin de vous faire un dessin, il suffit de les visser dans le châssis. C'est le bon moment pour vérifier la planéité du châssis. Mettez-le sur une surface que vous savez bien droite et vérifiez que les 4 pieds touchent le sol. Sinon, dévissez le pied qui ne touche pas et ajoutez une petite rondelle pour corriger. Attention à cette partie, c'est pas compliqué mais il faut surtout pas se tromper car on va travailler avec du 220 volts, donc travaillez toujours hors circuit. On va utiliser une multiprise 3 prises, du scotch double face moussé si possible, notre prise IEC, 2 écrous et 2 vis M3, ainsi qu'un petit morceau de câble 220 volts. Pour les connexions secteurs, on va utiliser des COS, je vous conseille ce type qui vient avec des petits manchons d'isolation parfaitement adaptés. On commence par mettre du double face en dessous de notre multiprise pour pouvoir la fixer dans le châssis. Allez-y gaiement, il ne faut pas que ça puisse bouger ensuite. Coupez le câble à une vingtaine de centimètres du bloc. Gardez le petit bout qui reste, on va s'en servir. Sur les deux extrémités de fil qu'on vient de couper, on va enlever la gaine en faisant attention de ne pas couper les fils en dessous avec le cutter. Puis on dénude à peu près 6 mm de fil. Sur l'extrémité de câble qui vient du bloc 3 prises, on va mettre une cosse sur chaque fil. N'oubliez pas de mettre le petit manchon en plastique avant de sertir la cosse, parce que sinon vous ne pourrez pas le mettre après. Tirez un peu sur les connexions à la fin pour vérifier qu'elles soient bien solides, et c'est bon. De la même façon, on se prépare un petit câble d'environ 5 cm de long avec une cosse à chaque bout. Même chose ici, n'oubliez pas de mettre les manchons avant de sertir les cosses. Une fois que vous avez fait le câble, il faut le former et lui donner une forme de U comme ça. On connecte maintenant tous les câbles sur la prise IEC. La terre ici, le neutre ici, si on a un doute, il y a un petit N ici qui nous l'indique. La phase ici, et on va la rejoindre ici sur l'interrupteur. Et elle repartira de là ensuite. Même si c'est du courant alternatif et que en soi, quel que soit le sens dans lequel on branche la phase et le neutre, l'appareil fonctionnera, il est important pour des raisons de sécurité de les brancher correctement. Donc je vous remets le plan de câblage ainsi que la codification des couleurs pour référence. Encore une fois, vérifiez que vos connexions sont solides, il ne faut pas que les cosses puissent bouger. Notre prise est prête, on va maintenant la monter en utilisant les deux vis et écrous M3. On colle la multiprise et on appuie bien fort. On passe maintenant à l'alimentation 12 volts qui va fournir le courant nécessaire au son mais aussi au LED. On a besoin donc de notre alim, de deux petites vis à bois et aussi du morceau de câble qu'on a gardé tout à l'heure. Avec nos deux petites vis à bois, on va aller fixer l'alimentation sur la planche. On utilise le petit morceau de câble qu'on a gardé tout à l'heure pour connecter l'alimentation aux 220 volts. Si vous étamez vos fils à l'avance, ce sera plus facile de les connecter sur les borniers. Attention ici encore aux couleurs pour brancher les bons fils aux bons endroits. Donc rappel, le jaune et vert c'est la terre, le bleu c'est le neutre et ici le marron c'est la phase. Mais il peut aussi être rouge. En tout cas le neutre il sera toujours bleu. On peut faire un petit test, on connecte l'alimentation et normalement il y a une petite LED qui s'allume là-haut. C'est bon, l'alimentation est alimentée. N'oubliez pas de débrancher la borne. Dans cette partie, on va installer les LED qui servent au rétroéclairage du marquis et si vous avez des boutons translucides, mettez une LED derrière, ça en fera des boutons lumineux. Coupez la réglette sur une des lignes de coupe indiquées pour une longueur d'environ 40 cm. Appliquez au dos du ruban adhésif double face thermique. En effet, une LED qui ne chauffe pas est une LED qui dure longtemps. Utiliser du double face thermique prolongera leur durée de vie en dissipant la chaleur dans le châssis. Un bon endroit pour l'installer est juste au-dessus de la porte arrière. La lumière sera assez loin pour être bien diffusée et pas provoquer d'ombre. On aura une lumière bien uniforme. De la même manière, on prépare une réglette pour les boutons lumineux et on la colle juste en dessous des boutons. Comme à chaque fois, on teste ce qu'on vient de faire, donc on fait un petit raccordement vite fait des fils sur l'alimentation. On va brancher la borne et voir si ça marche. Je trouvais qu'il manquait un petit côté cricket tuning à cette borne, donc j'ai récupéré le petit morceau de réglette qu'on a coupé tout à l'heure et je l'ai collé en dessous. Bah voilà, là c'est beaucoup mieux.
Quel que soit le système de jeu choisi, c'est toujours pratique d'avoir des prises USB à l'arrière. On a besoin de notre prise USB, de 2 vis M3 à tête fraisée et du tournevis qui va avec. Pareil, là c'est pas compliqué, il y a juste à positionner et à serrer. Et voilà. Pour cette partie, il nous faut nos haut-parleurs, notre ampli, ainsi qu'à peu près 1 mètre de câble haut-parleur. Moi je prends du 2 x 0,75 mm². On se prépare maintenant des petits morceaux de câble haut-parleur, un de 30 cm et 2 de 15. Comme je le disais au début, si vous n'avez pas de fer à souder ou que vous n'aimez pas souder tout simplement, vous pouvez utiliser des cosses à la place, c'est pas un souci. Après avoir bien étamé les pattes des haut-parleurs, on soude les fils de 15 cm dessus. Le fil rouge c'est le plus, le fil noir c'est le moins. Sur la carte ampli, à cet endroit, il y a un petit détrompeur qui risque de gêner le potentiomètre et l'empêcher de reposer correctement sur la surface. On va donc l'enlever avec un petit coup de ligne. Connectons maintenant tous les câbles sur la petite carte ampli, en commençant par l'alimentation. Ici, le haut-parleur gauche et là, le haut-parleur droit. Et comme d'habitude, le rouge c'est le plus, le noir c'est le moins. Maintenant qu'on a préparé tous les éléments, on les installe. On va avoir besoin de l'ensemble qu'on a préparé précédemment, d'un câble jack court, d'un bouton de potentiomètre, 8 écrous M3 en base, 8 écrous en plastique et 8 vis M3 à tête fraisée. On va aller placer une par une les 8 vis de fixation des haut-parleurs. On les maintient en place grâce à ces petits écrous en plastique qui servent aussi d'entretoise. En effet, ils servent à avoir un écartement correct et un écrasement parfait de la mousse du haut-parleur. On va maintenant placer nos haut-parleurs et les serrer avec les écrous en base. Vous pouvez serrer fort parce que les entretoises normalement vont vous empêcher de trop écraser le haut-parleur. Une fois que vous avez branché les deux haut-parleurs, vous pouvez mettre en place le jack et mettre en place la carte qu'on va ensuite fixer avec un petit écrou sur le potentiomètre. On serre un petit peu mais pas trop et de l'autre côté on tient la carte par le potentiomètre pour éviter qu'elle tourne. On peut maintenant mettre en place le bouton de volume. Maintenant qu'on a mis en place tous les éléments qui fonctionnent sur du 12 volts, on va pouvoir faire une jolie connexion et tout tester. Prenez vraiment le temps de faire des connexions propres, ça assurera la sécurité et la longévité de votre système. J'utilise de la gaine thermorétractable et un petit pistolet à air chaud, mais si vous avez du scotch d'électricien, ça peut le faire aussi, du moment que ça isole bien les contacts. On va ensuite se connecter sur notre alimentation, donc le moins c'est le noir, le plus c'est le rouge. On va maintenant effectuer un test de tout ce qui fonctionne au 12 volts. Donc les LED, il y a juste à appuyer sur l'interrupteur pour voir si ça s'allume. Le son, il faut trouver un appareil qui a une sortie jack, et c'est de plus en plus difficile de nos jours. Mais bon, j'ai réussi à en trouver un quand même. Là on rentre dans une partie vraiment sympa, on va ajouter ce qui fait une vraie borne d'arcade, c'est-à-dire les boutons et les joysticks. Pour cette partie on a besoin de 8 vis M3 à tête fraisée, longueur 10 mm, de nos deux contrôleurs arcade USB, de nos deux joysticks, ainsi que éventuellement de 8 écrous M3. Pourquoi éventuellement, vous allez le comprendre juste après. Pour pouvoir utiliser la fixation centrale des joysticks et ainsi cacher les vis sous la petite rondelle, il nous faut avoir des écrous dans le joystick. Malheureusement, ces écrous ne sont pas toujours présents en fonction des arrivages sanois, il arrive parfois qu'ils n'y soient pas, donc on va les ajouter manuellement. Pour mettre en place les écrous, il va falloir ouvrir le joystick, donc on enlève ces 4 clips, on enlève la partie transparente ainsi que les micro-rupteurs et on a accès à l'emplacement des écrous. Il suffit de les mettre et de refermer comme on a ouvert, tout simplement. Pour connecter les boutons et les joysticks, j'utilise ces petits contrôleurs USB, des arcades 0 délai. On en trouve sous divers noms et il y a d'autres solutions que celle-ci, mais moi c'est celle que j'utilise et je trouve que ça marche très bien, jamais eu de soucis. Pour coller le contrôleur au fond de la borne, on va utiliser du ruban adhésif double face. Recouvrez bien toute la carte pour éviter de faire des faux contacts. Avec les contrôleurs USB, vous seront livrés 2 câbles pour les joysticks. Au niveau du connecteur, il y a 2 petites dents que vous devrez garder vers le haut quand vous connectez au joystick. On peut maintenant coller nos contrôleurs juste en dessous des boutons. Recouvrez bien toute la carte pour éviter de faire des faux contacts.
Ensuite, on monte les joysticks avec 4 vis à tête fraisée M3 chacun. Orienter les joysticks de manière à ce que le petit connecteur 5 broches qui sert à recevoir la nappe du contrôleur se retrouve du côté des boutons, soit du côté droit de la machine. Maintenant qu'on a mis en place nos contrôleurs et nos joysticks, on va câbler les boutons un par un. Sur nos contrôleurs fraîchement installés, on va pouvoir connecter la nappe pour les joysticks ainsi que les 2 câbles USB. On relie maintenant la nappe au joystick. Pour rappel, il y a 2 petites dents sur le connecteur, il faut les mettre vers le haut de la machine. C'est le moment de mettre en place les bouts de joystick ainsi que tous les boutons, qu'ils soient clippés ou vissés. Là, les miens sont vissés et donc c'est pour ça que je les mets en place avant de les connecter. Une fois que tous les boutons sont en place, on va aller les connecter un par un sur les contrôleurs en respectant le schéma suivant. Physiquement sur la borne, ça donne 1, 2, 3, 4, 5, 6, Start et Select. Du côté du contrôleur, cette fois-ci, ça donne 1, 2, 3, 4, 5, 6, Start, Select. Attention, on ne connecte pas de Select pour le Player 2. Voilà, on a fini la partie commande, on va pouvoir s'attaquer à la partie système de jeu. Pour ce montage, et comme souvent, j'ai décidé d'utiliser comme base un Raspberry Pi 4. C'est pas cher, largement assez puissant pour du rétro gaming même en 3D, et il y a plein de solutions logicielles en open source dédiées à cette utilisation. Après, vous pouvez remplacer le Raspberry par une console de salon, une Pandora's Box, ou même un PC pour pouvoir jouer à des jeux récents et rétro en même temps. Pour cette partie, on va avoir besoin de notre Raspberry Pi 4 en l'occurrence. Ici, je lui ai adjoint un petit radiateur avec un ventilateur. Une carte micro SD pour le système d'exploitation ainsi qu'une clé USB pour les jeux. Il nous faut un câble micro HDMI vers DVI ou HDMI en fonction de notre écran. Une alimentation USB-C de 2 A minimum et des petits plombs en laiton avec leurs vis associées. On commence par tracer le positionnement de notre Raspberry en utilisant les 4 trous de fixation, puis on perce avec un foret diamètre 2 mm. On peut ensuite mettre nos petits plots de fixation en laiton. Alors honnêtement, cette partie elle n'est pas obligatoire, hein. Vous pouvez visser directement votre Raspberry sur le bois avec des petites vis à bois. C'est juste que déjà ça fait plus propre. Et ensuite pour accéder à la petite carte SD, c'est plus pratique quand le Raspberry est un peu décollé de son support. On met nos petites vis et c'est bon. On peut maintenant connecter tous les câbles sur le Raspberry, alors le jack pour le son, les 2 USB qui viennent de la prise arrière, la prise externe, les 2 USB qui viennent des contrôleurs arcade. Ça d'ailleurs, si le player 1 et le player 2 sont inversés, il suffit d'inverser les USB et tout rentrera dans l'ordre. On branche le câble HDMI sur la partie écran. Le câble il est souvent un peu long, donc moi je le fais passer par l'arrière de la planche, ça évite d'avoir trop de longueur de câble qui traîne. Côté Raspberry, il faut brancher le câble sur la prise qui se trouve du côté de la prise USB-C. On branche ensuite l'alimentation d'un côté sur le 220 volts et de l'autre côté sur le Raspberry. C'est le moment d'installer notre carte micro SD sur laquelle on aura installé un OS rétro gaming. Alors des solutions, il y en a plein. Moi, celle que je vous recommande, c'est Recalbox. C'est une asso française qui met son logiciel en open source, disponible sur son site en téléchargement. Ils ont aussi énormément de tutos, notamment sur la chaîne YouTube. Donc je vous invite à y faire un tour. Vous verrez, c'est un jeu d'enfant. Il suffit de télécharger l'image sur le site, vous la gravez en quelques minutes sur votre carte micro SD et vous êtes prêt à jouer. Le marquis, c'est le nom donné à ce bandeau lumineux qui se trouve au-dessus de l'écran et qui est traditionnellement en plexiglas ou en verre avec un motif imprimé dessus. Donc on va installer le nôtre là en accord avec nos décorations latérales. On va avoir besoin de 4 vis à bois diamètre 3 mm par environ 15 de longueur, de nos 2 pièces imprimées en 3D qui vont nous permettre de bien tenir la plaque dans son logement. On peut aisément les remplacer par des cales en bois, mais c'est juste un peu plus pratique et plus joli. Et notre plaque en plexiglas qui mesure 434 par 80 mm de haut. 5 mm d'épaisseur, c'est parfait. Après, on peut s'adapter à d'autres épaisseurs aussi. Par l'intérieur de la machine, on va venir mettre en place notre marquis ainsi que sa pièce de fixation. Avec l'autre main, on met en place les 2 vis qu'on va venir visser ensuite avec la visseuse.
Il faudra évidemment faire ça des deux côtés, mais avant de tout serrer, vérifiez que votre marquis est bien droit et ne serrez pas trop fort car on visse dans du plastique. Vous avez sûrement remarqué la présence de cette petite vis sur le support. C'est une vis de réglage en fait. En la serrant, vous allez venir plaquer votre marquis contre la tôle. Dernière étape, c'est la décoration des flancs. Là pour la vidéo, on va utiliser la solution qui est la plus simple et que j'utilise d'habitude, c'est l'impression directe sur une plaque en aluminium. C'est de l'Aludibond qui est livré directement imprimé et découpé par l'imprimeur. On va aller le fixer sur des petits plots pour la mettre en place et qu'elle tienne correctement dans le logement. Le logement, il y a 20 mm d'épaisseur, donc on peut mettre plein de choses en fait dedans. Vous pouvez utiliser des planches en bois, on peut faire des planches de skateboard recyclées. J'en ai fait avec du plexiglas pour par exemple laisser passer la lumière dans l'œil de Batman, ou carrément tout autour sur la borne Tron, il y a des LED partout quoi. Donc voilà, ça laisse pas mal de place à votre créativité. Si vous faites des trucs un peu originaux, n'hésitez pas à me les envoyer, ça me ferait vraiment plaisir de voir ce que vous avez fait. Pour fixer la plaque en alu sur les flancs, on va utiliser des petits plots imprimés en 3D. C'est la seule pièce d'ailleurs que j'inclus par défaut dans le kit en fait, parce qu'elle est difficile à remplacer par autre chose. Il faut bricoler un truc en bois, c'est pas terrible. Donc je vous mettrai toujours ça. Et on va aller les visser par l'intérieur avec une petite vis à laine, tout simplement. Pour pouvoir ensuite coller notre déco, on va enlever le petit papier qui protège le ruban adhésif double face. Utiliser une lame, c'est plus facile. L'Aludibond lui aussi a un film de protection sur sa face non imprimée. Il va falloir l'enlever pour le coller sur les petits plots qu'on vient de mettre en place. L'ajustement est très serré et il faut parfois forcer un petit peu pour faire rentrer la plaque dans son logement, mais c'est normal, ne vous inquiétez pas. Vous vous en doutez, maintenant on fait pareil de l'autre côté. Voilà, on a monté tous les éléments, on va maintenant fermer la borne avec la porte. Elle a un côté intérieur et un côté extérieur. Vous pouvez les distinguer au fraisage qu'il y a sur les trous. Le fraisage doit être du côté extérieur. Mettez en place toutes les vis sans les serrer. Puis une fois que vous avez mis les 6 vis sur quelques filets, vous pouvez toutes les serrer définitivement. Et on peut maintenant brancher la borne pour un premier test complet en bonne et due forme. Donc là j'accélère un peu la vidéo, mais ça met 49 secondes à se lancer. Là je fais un petit passage rapide sur les systèmes qui sont installés sur ma carte, mais après sur Recalbox il y a plusieurs dizaines de systèmes qui sont supportés. Typiquement toutes les consoles rétro auxquelles vous pouvez penser sont émulées sur le système. Malgré le fait que la borne soit en acier et que ce ne soit pas un matériau reconnu pour ses capacités acoustiques, eh bien le son est excellent. C'est dû tout d'abord au choix des composants, que ce soit les haut-parleurs ou l'ampli, c'est des éléments de très bonne qualité. L'ampli c'est un classe T avec un excellent rendement. Et aussi le dessin de la borne fait qu'il n'y a pas de surface parallèle à l'intérieur et donc ça évite les résonances. Vous pouvez même améliorer le rendement de votre borne en isolant l'intérieur avec des mousses acoustiques. Un gros avantage de Recalbox par rapport à des solutions toutes faites type Pandora's Box, c'est la personnalisation. Vous allez pouvoir ajouter, enlever des jeux, régler votre machine aux petits oignons, vous allez pouvoir mettre des thèmes, des écrans de démarrage, j'en passe et des meilleurs. Là sur le thème par exemple j'ai mis Next Pixel, c'est un thème déjà que je trouve très joli et en plus il est bien adapté aux écrans 4/3, ce qui est assez rare. Voilà, j'espère que le montage s'est bien passé pour vous et que vous êtes content de votre borne. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser directement ou s'il y a assez de demandes, je vais peut-être créer un groupe Facebook d'entraide. En attendant, je reste dispo. Bon jeu!